T'es-tu déjà senti comme un meuble dans ta propre famille? Un meuble utile, certes, qui sert à poser les choses, qui assure le confort, mais un meuble que l'on ne regarde plus, dont on oublie la valeur, et que l'on est prêt à jeter sur le trottoir dès qu'il devient un peu encombrant. Bonjour à toi, qui viens chercher dans nos histoires la sagesse qui se cache. Dans les épreuves et les triomphes de la vie, le récit que je vais te confier aujourd'hui est celui d'une mère, d'une grand-mère, dont le sacrifice a été remercié par la plus cruelle des trahisons. Mais c'est aussi, et surtout, l'histoire d'un testament qui est devenu une arme de justice. Avant de commencer ce voyage, si tu crois que l'amour d'une grand-mère est une force que rien ne peut éteindre, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une lueur d'espoir. Merci. Cette femme, c'est moi Isabelle Delgado. À 68 ans, j'étais le cœur silencieux et travailleur de la maison de ma fille, Laura. Ou plutôt, de la maison de mon gendre, Victor. Car depuis que Laura avait épousé cet homme d'affaires ambitieux et pressé, plus rien n'appartenait vraiment à ma fille. Tout appartenait à Victor. Ses murs, ses règles, son temps. Moi Isabelle avait emménagé avec eux il y a 5 ans, après la mort de mon mari bien-aimé, Matteo. C'était censé être une solution temporaire, pour que je ne sois pas seule. Mais rapidement, j'étais devenue l'intendante non déclarée de la maison. C'est moi qui me levais à l'aube pour préparer le petit déjeuner. C'est moi qui faisais les courses, le ménage, le repassage. C'est moi qui entretenais le jardin avec un amour infini. Je le faisais sans me plaindre. Par amour pour Laura, ma fille unique, une jeune femme douce mais fragile, complètement sous l'emprise de son mari charismatique et autoritaire. Et surtout, je le faisais pour Marie. Marie. Ma petite fille. Mon rayon de soleil de 7 ans. La lumière de ma vie. Une petite fille au rire cristallin, mais au corps fragile. Marie était née avec une maladie génétique rare, une maladie qui attaquait son système immunitaire et la rendait vulnérable aux moindres microbes. Sa vie était une succession de séjours à l'hôpital, de traitements coûteux, d'espoir et de désespoir. Et c'est là que le drame de cette famille prenait racine. Pour Isabelle, chaque souffle de Marie était un trésor. Elle aurait déplacé des montagnes pour elle. Chaque jour, elle lui préparait des bouillons spéciaux, des purées de légumes bio, des petits gâteaux sans allergènes. Chaque jour, elle se rendait à l'hôpital, son panier rempli de ces « bêtises », comme les appelait Victor. Des livres d'images, des petits jouets qu'elle fabriquait elle-même avec de la laine, des histoires qu'elle inventait pour faire voyager la petite fille loin de sa chambre stérile. Pour Victor, Marie n'était pas un trésor. C'était un fardeau. Un gouffre financier. Une distraction qui empêchait sa femme, Laura, de se consacrer pleinement à sa carrière d'épouse parfaite et de l'accompagner dans ses dîners mondains. Et Isabelle, avec sa dévotion excessive, était la personnification de ce fardeau. C'est ainsi que notre histoire commence vraiment, un mardi matin, dans la cuisine impeccable de la villa de Victor. Isabelle était en train de verser un bouillon fumant dans un thermos. Elle avait passé la matinée à le préparer. Va à l'hospital de Nuevo con un montón de ton trias para Marie? Hasta cuando va a durar esto? Tu vas encore à l'hôpital avec ton tas de bêtises pour Marie? Jusqu'à quand ça va durer? A demandé Victor d'une voix pleine de colère en la voyant dans la cuisine. Isabelle a sursauté. Je n'avais pas entendu entrer. Ce ne sont pas des bêtises, Victor, a-t-elle répondu doucement, sans le regarder. Ce sont des choses qui lui font plaisir, qui lui donnent de la force. De la force? A-t-il ricané. Ce dont elle a besoin, c'est de médicaments, pas de tes soupes de grand-mère. C'est de l'argent que ça coûte, tout ça. L'argent que je gagne. Tu ne penses pas que tu nous coûtes déjà assez cher comme ça, à vivre sous mon toit sans rien payer? Chaque mot était une gifle. Laura est entrée à ce moment-là, attirée par le bruit. Elle vit la tension. Chérie, s'il te plaît, a-t-elle commencé d'une voix faible. Toi, ne t'en mêle pas, a-t-il coupé. C'est à cause de toi et de ta faiblesse qu'on en est là.
ta mère devrait être dans une maison de retraite, pas ici à gaspiller notre temps et notre argent. Isabelle n'a rien dit. Elle a fermé le thermos. Elle a pris son panier. Et elle est partie, la tête haute, laissant derrière elle un mari furieux et une fille en larmes. Deux bus qui m'emmenaient à l'hôpital, les larmes que J' avait retenues ont coulé en silence sur mes joues ridées. Ce n'était pas la première fois. C'était devenu sa routine. L'humiliation, le mépris, puis le sourire forcé en entrant dans la chambre de Marie. Mais ce jour-là, une nouvelle terrible l'attendait. Le médecin de Marie, le docteur Ramirez, un homme dévoué et compatissant, lui a demandé de le voir dans son bureau. Señora Delgado, a-t-il commencé avec une infinie douceur. L'état de Marie se dégrade. Les traitements actuels ne suffisent plus. Il existe une nouvelle thérapie expérimentale, en Suisse. C'est sa dernière chance. Mais, Isabelle connaissait mais... C'est une question d'argent, n'est-ce pas? Oui, a avoué le médecin. C'est extraordinairement cher. L'assurance ne couvrira qu'une infime partie. Il faudrait trouver près de 200 000 euros. 200 000 euros. Une somme d'une autre planète. Isabelle a senti le sol s'ouvrir sous ses pieds. La dernière chance de sa petite fille venait de s'envoler. Elle est retournée dans la chambre de Marie, a joué son rôle, a raconté ses histoires. Mon cœur était un bloc de plomb. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à Matteo, mon mari. Un homme simple, un ébéniste de génie, qui avait travaillé toute sa vie. Il ne lui avait pas laissé une fortune, mais il lui avait laissé leur maison, le petit atelier et une assurance vie. C'est pour tes vieux jours, mon amour, avait-il dit. Pour que tu ne dépendes jamais de personne. Cet argent, J' y touchait le moins possible. C'était ma sécurité. Mon dernier refuge. Au milieu de la nuit, ma décision était prise. Mes vieux jours n'avaient aucune importance. La vie de Marie, si. J' allait tout donner. Le lendemain, j'ai réuni Victor et Laura dans le salon. J'étais calme, déterminée. J'ai parlé au docteur Ramirez. Il y a un traitement pour Marie. Une dernière chance. Laura a eu une lueur d'espoir dans les yeux. Victor, lui, est resté de marbre. Combien? A-t-il demandé froidement. 200 000 euros, a dit Isabelle. Victor a éclaté d'un rire sans joie. Vous êtes folle. C'est hors de question. On ne va pas jeter cet argent par les fenêtres pour un peu-être. L'affaire est classée. Non, a dit Isabelle, et ma voix était plus forte qu'il ne l'avait jamais entendue. L'affaire n'est pas classée, je vais payer. Je leur ai expliqué. L'argent de Matteo. L'assurance vie. Elle allait tout liquider. Le visage de Victor s'est décomposé. Ce n'était plus de la colère. C'était de la fureur pure. L'argent de sa belle-mère, pour lui, c'était déjà le sien. Cet héritage futur de Laura, donc son héritage. C'était l'argent pour sa nouvelle voiture, pour l'agrandissement de la piscine. Vous n'avez pas le droit, a-t-il hurlé, son visage rouge de rage. C'est notre argent. L'argent de votre fille. Vous n'avez pas le droit de le gaspiller. C'est mon argent, Victor, et je l'utiliserai pour sauver ma petite fille. La violence qui a suivi a été fulgurante. Il m'a attrapé par le bras. Vous n'êtes qu'une vieille folle égoïste. Vous vivez sous mon toit, vous mangez ma nourriture, et vous osez me défier? Il l'a traîné jusqu'à l'entrée. Il a ouvert la porte. Dehors, une pluie glaciale commençait à tomber. Puisque vous êtes si riche, vous n'avez plus besoin de mon toit. Sortez. Il l'a poussé dehors. Littéralement. Maman, a crié Laura, mais elle n'a pas bougé, paralysée par la peur. Et ne revenez jamais, a hurlé Victor avant de claquer la porte au nez d'Isabelle. Elle était là. Dehors. Sous la pluie. Avec pour seul bien le sac à main qu'elle tenait et les vêtements qu'elle portait. 68 ans.
jeté à la rue par son propre gendre, sous les yeux de sa propre fille. La douleur était si intense qu'elle ne sentait même plus le froid. Le silence est celui de la pluie qui tombe sur un cœur brisé. J'y croyais pas, mon propre gendre, je fais une pause ici. Au moment de la trahison absolue. La porte est fermée. La pluie tombe. Que ferais-tu à ma place? T'effondrerais-tu en pleurs? Frapperais-tu à la porte en suppliant? Ou trouverais-tu, au fond de cette humiliation, une nouvelle force? Dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais fait. Car la nuit d'Isabelle ne faisait que commencer. Reprenons. Isabelle n'a pas frappé à la porte. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée là un long moment, sous la pluie battante, laissant l'eau laver son visage et peut-être un peu de son innocence perdue. Puis, elle a tourné les talons, et elle a commencé à marcher. Elle s'est réfugiée chez une vieille amie, Consuelo, qui vivait dans le quartier historique de la ville. Consuelo m'a accueillie, m'a réchauffée, m'a écoutée sans me juger. Et pour la première fois, Isabelle a tout raconté. Les années d'humiliation, de mépris. Le sacrifice silencieux. Le lendemain, avec l'aide de Consuelo, j'ai commencé ma nouvelle vie. Elle a contacté son banquier. Elle a liquidé tous ses avoirs. J'ai réuni la somme. Je suis allé voir le docteur, Ramirez. Voici l'argent. Sauvez ma petite fille. Le médecin l'a regardé avec une admiration infinie. Il lui a promis de tout mettre en œuvre. Les mois qui ont suivi ont été étranges. Isabelle vivait modestement, dans la petite chambre d'amis de Consuelo. Elle n'a eu aucune nouvelle de sa fille. Le silence. Total. Absolu. C'était peut-être ça, le plus douloureux. Plus que les insultes de Victor, plus que la porte claquée. Le silence de ma propre fille. Puis, une nouvelle est arrivée. Une bonne nouvelle. Le traitement de Marie fonctionnait. Merveilleusement bien. Les médecins étaient optimistes. Elle allait s'en sortir. La joie d'Isabelle était immense, mais teintée d'amertume. Elle ne pouvait pas la partager. Elle ne pouvait pas voir sa petite fille. Victor lui avait interdit l'accès à l'hôpital. C'est là que le destin a décidé de frapper une seconde fois. Isabelle a commencé à se sentir faible. Des vertiges. Une toux persistante. Consuelo l'a forcée à consulter. Le diagnostic est tombé, brutal, sans appel. Un cancer du poumon, à un stade avancé. Inopérable. Combien de temps, a-t-elle demandé au médecin, avec un calme qui a surpris le praticien. Quelques mois, peut-être 6. 6 mois. Isabelle n'a pas pleuré. J'ai ressenti une étrange paix. J'avais accompli ma mission. Marie allait vivre. Le reste n'avait plus d'importance. Je n'avais qu'une seule chose à faire, régler mes dernières affaires. Rédiger son testament. Elle a fait appel au vieux notaire de la famille, Maître Castillo, un homme qui avait été l'ami de Matteo. Elle lui a expliqué ce qu'elle voulait. Ses dernières volontés. Maître Castillo l'a écouté. Et puis, il a dit, « Isabelle. Es-tu sûre ? C'est d'une cruauté exquise. » La cruauté, maître, a répondu Isabelle, est une leçon qu'ils m'ont bien apprise. Je ne fais que leur rendre la monnaie de leurs pièces. 3 mois plus tard, Isabelle s'est éteinte, paisiblement, dans son sommeil, chez son ami Consuelo. La nouvelle de sa mort est parvenue à Victor et Laura par une simple lettre du notaire. Il n'y a pas eu de larmes. Surtout pas de la part de Victor. Il y a eu de l'excitation. La vieille était enfin partie. L'héritage. Il avait été furieux d'apprendre qu'elle avait gaspillé une grande partie de la fortune pour Marie. Mais il restait la maison, l'atelier de Matteo, qui valait une petite fortune à eux seuls. Enfin, a-t-il dit à Laura. On va pouvoir vendre cette vieille bicoque et passer à autre chose. Le jour de la lecture du testament, ils sont arrivés au bureau de Maître Castillo, rayonnant. Victor portait son plus beau costume.
Laura, un tailleur noir, mais son visage était plus soulagé que triste. Ils se sont assis. Et ils ont été surpris de voir qu'ils n'étaient pas seuls. Le docteur Ramirez était là. Assis, silencieux, le visage grave. Que fait-il ici? A chuchoté Victor, agacé. Maître Castillo a commencé la lecture. La voix était monocorde, solennelle. Il a d'abord listé une série de petits legs. À son ami Consuelo, une somme d'argent en remerciement de son amitié, qui a été un foyer quand je n'en avais plus. À l'infirmière en chef du service de pédiatrie. À des voisins. Victor s'impatientait. Puis, le notaire est arrivé à la partie principale. À ma fille, Laura. Laura a redressé la tête. Victor a souri. À ma fille, Laura, je lègue tous mes souvenirs. Mes albums de photos, pour qu'elle n'oublie jamais les jours heureux. Mes livres de recettes, pour qu'elle se souvienne du goût de son enfance. Et mon alliance, pour qu'elle se rappelle qu'un mariage est basé sur l'amour et le respect, et non sur la peur. Je lui lègue tout ce qui a une valeur, mais pas de prix. Le sourire de Victor s'est figé. C'était une blague? Le notaire a continué. Concernant tous mes biens matériels, ma maison, l'atelier de mon défunt mari, et le solde de tous mes comptes bancaires, je les lègue en leur intégralité. Il a fait une pause, regardant Victor droit dans les yeux. À un fonds en fiducie. Un fonds en fiducie? A explosé Victor. C'est quoi, cette sorcellerie? Laissez-moi finir, monsieur, a dit le notaire froidement. Ce fonds sera géré par un administrateur unique, ici présent, le docteur Ramirez. Victor et Laura ont regardé le médecin, abasourdi. La mission de ce fonds est simple et unique, assurer l'avenir, l'éducation, et le bien-être de ma petite fille, Marie, jusqu'à sa majorité. Le fonds couvrira tous ses frais de santé, bien sûr, mais aussi les frais de la meilleure éducation possible, ses voyages, ses passions, tout ce dont elle aura besoin pour s'épanouir et devenir une femme libre et forte. Il a fait une nouvelle pause. À la majorité de Marie, ou à son décès si, que Dieu l'en préserve, il devait survenir avant, le solde restant du fonds, ainsi que la maison et l'atelier qui seront alors vendus, seront versés en donation intégrale au service de pédiatrie de l'hôpital central, pour la recherche sur les maladies infantiles. Le silence. Un silence de tombeau. Victor était livide. Laura pleurait silencieusement. Ils avaient tout perdu. Tout. Ils n'auraient pas un centime. Mais ce n'était pas fini. Ma cliente a laissé une dernière lettre, a dit le notaire. Elle a demandé à ce qu'elle soit lue à voix haute. Il a ouvert une enveloppe. La voix d'Isabelle, à travers les mots du notaire, a rempli la pièce. À mes enfants, si vous entendez ces mots, c'est que je suis partie rejoindre votre père, Matteo. Laura, ma fille. Je te pardonne. Je te pardonne ta faiblesse, ta peur. J'espère qu'un jour, tu trouveras la force de te pardonner à toi-même. L'amour d'une mère est inconditionnel. Mais la confiance, elle, se mérite. Et tu l'as brisée. Victor. À toi, je n'ai rien à pardonner. Car tu ne m'as jamais considéré comme un être humain, mais comme un investissement. Un investissement qui, selon toi, n'était pas assez rentable. Tu as fait tes calculs. J'ai fait les miens. Mon seul regret est d'avoir laissé ma fille épouser un homme dont le cœur est aussi vide que son âme. L'héritage de Matteo et le mien n'était pas un dû. C'était un cadeau. Un cadeau que vous avez méprisé. Alors, j'ai décidé de l'offrir à quelqu'un qui en était digne. J'ai décidé de l'offrir à l'avenir. J'ai décidé de l'offrir à Marie. Vous m'avez jeté à la rue. Mais vous m'avez rendu le plus grand des services. Vous m'avez libéré de l'illusion que j'avais encore une famille. Et vous m'avez permis de partir en paix, en sachant que ma seule véritable richesse, ma petite fille, serait protégée de votre cupidité pour toujours. Adieu. Quand le notaire a eu fini, Victor a explosé. Il a hurlé, a insulté la mémoire d'Isabelle, a menacé le docteur Ramirez. Laura, elle, s'est effondrée, secouée de sanglots de remords et de perte. Ils ont été mis à la porte du bureau.
La suite de leur histoire est une lente descente aux enfers. Criblés de dettes, car Victor vivait bien au-dessus de ses moyens, anticipant l'héritage, ils ont dû vendre leur villa. Victor, dont la réputation a été entachée par le scandale qui a vite fait le tour de la ville, a perdu ses plus gros clients. Son arrogance n'était plus perçue comme de la confiance, mais comme de la folie. Leur monde de luxe s'est effondré. Et Marie? Le traitement a été un succès total. Aujourd'hui, c'est une jeune fille en pleine santé, brillante, passionnée par l'art, comme son grand-père. Elle vit avec une famille d'accueil aimante, choisie par le docteur Ramirez, et elle sait que sa grand-mère, de là-haut, a bâti pour elle une forteresse d'amour et de sécurité. Mais attendez. L'histoire n'est pas tout à fait finie. Car il y a un dernier secret. Un an après la lecture du testament, Maître Castillo a reçu une carte postale d'un petit village de la côte portugaise. La carte montrait une petite maison blanche aux volets bleus, face à l'océan. Au dos, quelques mots, d'une écriture familière. Le soleil est doux ici. La mer guérit toutes les blessures. Merci pour tout. Isabelle. Isabelle n'avait jamais eu de cancer. C'était le dernier acte de sa pièce de théâtre. Un mensonge, orchestré avec la complicité de son médecin et de son notaire, pour s'assurer que sa justice soit rendue de son vivant. Elle n'est pas morte. Elle a recommencé à vivre. Loin du bruit, loin des trahisons, dans un lieu où elle pouvait enfin être en paix, en sachant que le cœur de sa petite fille était à l'abri, pour toujours. Elle est sereine, lumineuse, comme un soleil qui se lève sur l'océan. L'histoire d'Isabelle est celle de la plus amère des déceptions. Mais c'est aussi et surtout l'histoire d'une sagesse et d'une force insoupçonnée. Elle nous rappelle que même la personne la plus douce, la plus silencieuse, quand elle est poussée à bout, peut orchestrer la plus parfaite des justices. Elle nous enseigne que le véritable héritage n'est pas l'argent que l'on laisse, mais l'amour que l'on protège. Si ce récit de force et de justice karmique a résonné en toi, si tu crois que l'amour d'une grand-mère est la plus grande des fortunes, alors rejoins la grande famille des histoires Sabia. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue de nous éclairer. Active la cloche pour ne jamais manquer une leçon du destin. Et laisse un like si tu penses que la vengeance d'Isabelle a été un chef-d'œuvre de justice. Merci de ton écoute si précieuse. Prends soin de toi, et n'oublie jamais que même après l'hiver le plus rude, il y a toujours un printemps qui nous attend, quelque part, au bord de la mer. À très bientôt. Abonne-toi maintenant et laisse un pouce bleu. Merci.